Mesdames et messieurs, bonsoir. J'attends juste que la vidéo se déclenche pour qu'elle m'indique comme quoi la vidéo est en direct. Pour vous souhaiter la bonne après-midi, bonsoir à tout le monde. Merci d'être parmi nous pour cet après-midi, comme tous les jeudis à 17 h, pour notre cours logistique, notre passion. Alors, pour cette séance numéro 12, on est arrivé on est toujours dans le processus approvisionnement et on est arrivé aux politiques d'approvisionnement en quantité variable. Alors sur les deux politiques en quantité variable, que ce soit pour le recomplètement périodique ou encore pour le calcul du besoin net, c'est-à-dire le fameux MRP, Material Requirements Plan, c'est le plan besoin matière, dans lequel on réalise un calcul de besoin net. C'est sur lequel nous allons justement nous attarder au niveau de cette séance. Alors, pour rappel, pour les séances dernières, la séance dernière, nous avons attaqué la deuxième partie de l'approvisionnement dans laquelle nous nous sommes focalisés sur la quantité fixe et pour laquelle nous avons découvert ensemble la théorie de Wilson et l'application de la quantité économique à commander. Oufna, comme quoi cette quantité économique, ça l'a à appliquer, mais attention avec beaucoup de précautions parce qu'il y a des limites d'application et dans quel cas et dans quelle mesure. On a tout défini sur cela la séance dernière. Donc, je rappelle pour tout le monde que nos séances sur CRAFDAR sont tous disponibles sur YouTube, bien sûr sur Facebook, mais également sur YouTube, sur la page CRAFDAR. Vous pouvez accéder à tout moment à ces vidéos. Bien, allez, sans plus tarder, let's go. On y va pour ces politiques d'approvisionnement en quantité variable, à savoir, on va fixer une fois le délai ou encore pas dans la quatrième. Et par contre, la quantité pour les deux, elle est variable. C'est-à-dire que la quantité, elle change en fonction du besoin. Alors, le changement pour cette séance, c'est que, bien sûr, nous avons nos fameux slides, mais pour ceux qui connaissent mes cours et connaissent mes pratiques dans les cours, j'adore le tableau. Donc, avec CRAFDAR, j'ai essayé de me détacher de mes tableaux pour pouvoir faire mes schémas. Mais n'empêche, comme j'ai pratiqué pendant toute la période de confinement certains cours, donc il y a toujours une affiche que j'ai souhaité ne pas la décrocher de mon mur et que je vais partager avec vous, qu'elle résume la séance d'aujourd'hui. Allez, sans plus attente, je switch sur le processus d'aujourd'hui. Alors, je répète, c'est la quantité variable. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Alors, je disais, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faudrait connaître? La première chose qu'il faudrait, bien sûr, connaître au niveau des politiques d'approvisionnement en quantité variable, c'est d'abord commencer par le commencement. D'abord, je vais revenir sur un élément sur lequel j'avais parlé en séance numéro 2 ou 3 et dans laquelle on avait discuté de l'ensemble des processus en macro et sur laquelle j'avais parlé de la planification sur ces 3 niveaux. Rappelez-vous que quand on parle de planification pour l'entreprise, une planification stratégique pour l'entreprise se fait en 3 niveaux. Il y a la planification stratégique, tactique et opérationnelle. Le niveau stratégique, c'est un niveau de planification à long terme et c'est un niveau de planification dans lequel l'entreprise met en place ses décisions stratégiques atteignables dans ce long terme. Cet horizon de planification qui peut être au-delà de 1 an, entre 1 an à 5 ans, ça dépend des entreprises, ça peut être plus pour certains, ça dépend du cas de chaque entreprise. Ensuite, ces décisions stratégiques doivent être déclinées en plan tactique. Ça veut dire que chaque décision stratégique, pour l'atteindre sur cet horizon-là, ce long terme-là, il faut la décliner en un horizon tactique à moyen terme, la décliner en plan tactique, atteignable à moyen terme. Donc, et parmi lesquels l'établissement, bien sûr, des plans de production
par famille de produits qu'on va détailler tout de suite, notamment réaliser le PIC, le plan industriel et commercial. Mais cela ne nous permet pas d'avoir un plan opérationnel pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on doit fabriquer prévisionnellement, à quelle quantité, pour quelle référence et à quelle date. Pour cela, on est dans l'obligation de encore plus détailler ce plan-là en un plan opérationnel, cette fois-ci, et non pas par famille de produits, mais bien sûr, par référence. Et c'est ce qu'on appelle notre fameux PDP. Et bien sûr, on attaque ensuite cette micro-planification. Pour cela, je vais vous faire un petit résumé sur un schéma qui est en face de moi sur le mur, que je vous invite à le découvrir. Alors, au niveau de ce schéma, j'espère que c'est visible pour tout le monde. Alors, au niveau de ce schéma sur le mur ici, alors, au niveau de ce schéma, qu'est-ce que j'ai en fait? J'ai 3 niveaux décisionnels pour l'entreprise. Il y a le niveau stratégique, comme j'ai expliqué, niveau tactique, niveau opérationnel, long terme, moyen terme et court terme. Alors, au niveau stratégique, nous avons bien sûr tous les plans stratégiques de l'entreprise qu'on va décliner en plans tactiques. Ces plans tactiques-là, ce sont des plans qui permettent de définir le besoin de l'entreprise à moyen terme. Ce plan-là, c'est ce qu'on appelle le plan industriel et commercial. En anglais, c'est le SNOP, Sales and Operations Plan. Ce plan commercial et industriel, c'est un plan qui est un peu controversé en terminologie. J'avais évoqué ça pendant les premières séances. Et pourquoi? Parce que le terme industriel un peu dérange. Le PIC n'est pas réalisé que pour les entreprises industrielles, mais pour tout type d'entreprise. Il permet de définir prévisionnellement ce que projette l'entreprise de vendre et donc d'opérer. Ça peut être dans le service comme ça peut être dans la distribution et non pas que dans l'industrie. Alors que le terme en anglais, c'est un terme qui est général parce que Sales and Operations Plan, c'est écrit, je l'ai noté ici, Sales and Operations Planning, c'est quoi? Donc, operations, ça peut être industriel, ça peut être des opérations de service, etc. Ou encore des opérations de distribution, c'est-à-dire achat, donc de vente, et donc il faudrait acheter pour revendre. Donc, ceci dit, ce plan-là, le problème de ce plan, c'est un plan prévisionnel, qualitatif et quantitatif, qui a été réalisé sur le long et le moyen terme, et qui permet de définir ce qu'on a prévu de vendre et donc ce qu'on a prévu d'opérer. Attention, sur le moyen terme, mais attention par famille de produits. C'est-à-dire qu'il n'est pas détaillé. Il n'est pas détaillé, il n'est pas agrégé, il est global. Comme c'est un plan global, par unité équivalente, par famille de produits, l'unité équivalente, c'est par unité, ça peut être l'heure, comme ça peut être la quantité, comme ça peut être le volume, et comme ça peut être, j'ai dit l'heure, la quantité, le volume, et qu'est-ce qui me reste encore? Il me reste l'unité. Alors, quelle que soit l'unité de mesure que je choisis dans l'entreprise, généralement les entreprises industrielles utilisent l'heure, c'est pas l'heure de Magana, c'est l'heure travaillée, l'heure produite. Et donc, c'est en équivalent. Pourquoi on parle d'unité équivalente? Parce que c'est par famille de produits et non pas par référence de produits. Ceci dit, c'est pour ça que c'est un plan global. Si je vous dis que l'entreprise industrielle X à Tanger doit fabriquer 360, donc son pic est de 360 000 voitures à vendre, donc à fabriquer. Donc, qui dit 360 000 voitures, ça veut dire 32 000 par exemple en janvier, 42 000 en février, 35 000 en mars et ainsi de suite. La somme, la somme qu'elle a 360 000 la fin d'année. 360 000 quoi? Voitures. Vendues, donc fabriquées. Laquelle? Mais ils en ont X références de voitures, modèles, motorisation, références de voitures. Donc X modèles, et dans chaque modèle, il y a plusieurs références différentes en fonction des gammes, en fonction de motorisation, des couleurs, etc. Oui. Laquelle que je dois lancer en production? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le pic et qu'est-ce qu'il faut faire? Le détail.
le détaillé en PDP. C'est le plan directeur de production qui permet d'agréger le pic en PDP, le détailler de façon par référence, de façon détaillée. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on trouve en fait dans les documents de supply chain en anglais, c'est ce qu'on appelle le MPS, Master Planning and Scheduling. Et ce plan agrégé, c'est la fameuse donnée d'entrée, ou le besoin brut d'Yanna. C'est la fameuse donnée d'entrée pour alimenter, qui va déclencher mon besoin net. Donc, باش نعرف شنو غادي نصنع باش غنصنع خصني نعرف شنو غنصنع. Donc, شنو غنصنع. Donc, qui dit qu'est-ce qu'on doit fabriquer, à quelle quantité, pour quelle référence, à quelle date, ça va déclencher un plan besoin matière. Un plan besoin matière, en anglais, on l'appelle MRP. Material Requirement Plan, plan besoin matière, c'est le plan de besoin de la matière, le PBM. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un calcul du besoin net. C'est-à-dire quoi besoin net? C'est-à-dire si j'ai un besoin d'un produit à fabriquer, il va déclencher une nervosité sur la nomenclature de ce produit pour déclencher les besoins de tous les composants et les composés nécessaires pour fabriquer ce produit ou ce sous-ensemble de cette référence. C'est pour ça qu'on a besoin de quoi? Pour pouvoir alimenter mon PDM, bien sûr, j'ai besoin de mon PDP, de mon besoin brut, mais également j'ai besoin de ma nomenclature. La nomenclature, c'est ce qu'on appelle en anglais la BOM, Bill of Materials. On va rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à la nomenclature. Je vous ai fait aussi un schéma. J'en ai les slides y afférents encore plus illustrés, mais je préfère la méthode avec le tableau. J'espère que ça vous plaît, malgré que c'est en ligne. Alors, la nomenclature. Cette nomenclature, c'est quoi? C'est une arborescence. C'est une arborescence qui permet d'identifier, et c'est une structure, une arborescence qui permet d'identifier l'ensemble des composants et de composés qui constituent la fabrication d'un produit chimique en plusieurs niveaux. Chaque élément de cette nomenclature, il a deux informations importantes. Les informations. C'est pour ça que ici j'écris fiable. Parce que si on n'a pas une nomenclature fiable, on se tire une balle dans les pieds. Parce que tout déstabilise notre MRP, notre calcul du besoin net. Pourquoi? Si mon PDP et mes prévisions ne sont pas fiables, on est mort. Si ma nomenclature n'est pas fiable, il y a eu changement de configuration, donc on a changé cette référence par une autre, ou encore on a changé le coefficient. Les deux éléments dont j'ai parlé pour chaque élément de la nomenclature, ça s'appelle le coefficient de nomenclature. Et également, le deuxième élément important, c'est le lead time. Donc, chaque référence, la nomenclature, c'est-à-dire chaque composant ou composé, sous-ensemble, a besoin de deux informations importantes. Le coefficient, la quantité, le coefficient, et le lead time. Le lead time, soit c'est un composant et donc c'est son lead time d'approvisionnement, soit c'est approvisionnement chez fournisseur, bien sûr. Soit c'est un composé, c'est un sous-ensemble, et donc c'est son lead time d'approvisionnement de l'atelier, c'est-à-dire le lead time fabrication. Ok, on a notre nomenclature, on a notre fameux PDP, et ouais, ça y est, on calcule le besoin net, pas encore. Akhtar al-Mujrimin, je connais, le troisième, il ne faut pas l'oublier, c'est qui? Stock, on en a parlé avant. Vous vous rappelez? On en a parlé avant, qu'est-ce qu'on a dit sur le stock? On a dit que le stock doit être fiable. Pour ceux qui ont suivi nos séances avant, je fais un rappel pour les autres qui viennent de nous rejoindre. Un stock fiable, ça veut dire quoi? Un stock fiable, ça fait... c'est la bête noire de chaque logisticien en entreprise. Pourquoi? Parce qu'un stock fiable, sans le stock fiable, ça veut dire il va gangréner l'ensemble des processus de l'entreprise. Un stock fiable veut dire quoi? J'explique. Un stock fiable, ça veut dire tendre vers le 0% d'écart de stock. Qu'est-ce que ça veut dire les écarts de stock? L'écart de stock, c'est la différence entre le stock théorique et le stock réel. شنو عندنا physiquement محطوط وشنو عندنا في système
Une quantité, خصهم يكونوا قادين. Et tendre à ce que toutes nos références يكونوا la même chose fiable, c'est-à-dire on cadre entre le stock théorique et le stock physique. Et si jamais ce n'est pas le cas, on va voir ça après, comment justement fiabiliser la gestion de stock, comment justement fiabiliser un stock et le rendre encore plus fiable avec un système d'amélioration justement continu. Donc le stock doit être fiable. Parce que si jamais le stock n'est pas fiable, j'étais pas en mode, je pense que j'étais pas en mode, désolé, j'étais pas en mode affichage complet. Je viens de me rendre compte. Donc je disais, si ce n'est pas un stock fiable, qu'est-ce qui va se passer? Si ce n'est pas un stock fiable, le calcul de besoin se basera sur le stock théorique, qui n'est pas fiable par rapport au stock réel qu'on a. Et dans ce cas-là, malheureusement, le calcul de besoin ne serait pas fiable. Et donc, tout le calcul besoin serait faux. Et donc, nos approvisionnements ne seront pas justes. Et on aurait soit des ruptures de stock, ça c'est le plus grave, mais encore pire si on en a aussi des surstocks, parce que ça va nous coûter cher. Et dans les deux cas, les processus de l'entreprise, la finance et les autres processus de l'entreprise, la production, ainsi que tous les autres maillons de la chaîne ne seraient pas contents parce qu'on les a rendus faibles. Donc, on a intérêt à fiabiliser justement tous les entrants qui permettent justement de fiabiliser cet approvisionnement. Parmi lesquels, bien sûr, la nomenclature dont j'ai parlé. Une nomenclature, c'est une arborescence à plusieurs niveaux. C'est une arborescence à plusieurs niveaux. Ça se lit de haut en bas. Donc, j'ai fait une toute petite nomenclature ici, toute sympa. Une nomenclature, je vous mets ici une voiture. Une nomenclature, waouh! Je vous mets ici un avion, une voiture, un téléphone, un PC, etc. Là, j'ai fait une toute petite nomenclature toute sympa. À combien? J'ai mis à 3 niveaux. Alors, niveau 0, c'est le niveau du produit fini. Niveau 1, ce sont les composés qui sont en direct pour la fabrication du produit fini. Ce sont eux qui permettent de fabriquer le produit fini. Pour les fabriquer, il nous faut d'autres composés ou encore des composants. Des composants qui sont achetés et non pas fabriqués. Et ainsi de suite sur l'ensemble des niveaux. Et on a deux informations, comme j'ai dit tout à l'heure, les coefficients de nomenclature qui doivent être bien paramétrés sur le système, mais encore, il y a également le lead time. Le lead time fabrication défini par l'engineering de l'entreprise et le lead time approvisionnement fournisseur qui est défini bien sûr, négocié par les achats lors des négociations des achats et qui doit être aussi bien paramétré. Aussi, j'ai oublié d'en parler et qui est important, dans une nomenclature multiniveau, comme celle-ci, des composés ou encore des composants peuvent faire l'objet de ce qu'on appelle une demande dépendante et une demande indépendante. Une demande dépendante, c'est une demande qui est dépendante de la fabrication du produit fini. Alors qu'une demande indépendante, c'est une demande qui est indépendante de la fabrication du produit fini puisqu'il y a un besoin brut qui la nécessite pour qu'elle soit vendue telle qu'elle est. C'est-à-dire, je fabrique des voitures, et donc, j'ai des prévisions pour la fabrication de X, référence X de voitures. Mais je ne vends pas que des voitures, je prends également des commandes de porte arrière gauche. Pour faire quoi? Il y a des clients qui me passent des commandes, par exemple, de porte arrière gauche. Donc, je dois fabriquer des portes arrière gauche pour fabriquer des voitures. Mais également, j'ai des lancements dans mon chaîne de production d'ordre de fabrication, non pas de porte arrière gauche, mais non pas pour fabriquer des voitures, mais pour qu'ils soient expédiés telles qu'elles sont pour le client. Ça s'appelle des demandes indépendantes. Elles doivent être bien prévues dans notre besoin brut. Et donc, dans le besoin brut, elles doivent être bien définies. Et donc, tous les éléments d'une nomenclature peuvent faire l'objet de demandes dépendantes, de demandes indépendantes. Je donne toujours l'exemple d'ILH. Dans le restaurant, quand je parle d'un tacos, par exemple, une sandwicherie, un petit restaurant tacos, il doit faire des prévisions comme tout le monde. Et comme j'ai donné l'exemple industriel avec voiture et porte arrière gauche, etc., je donnerai un exemple avec tacos. Pour faire un tacos, j'ai besoin de plusieurs composants et composés.
parmi les composants dont j'ai besoin. Donc tout à l'heure, porte arrière-gauche, c'était un composé qui est fabriqué à partir de composants. Là, je vais prendre un exemple de composant qu'on achète. Et ce composant-là, par exemple, c'est la sauce. On prend la sauce X, peu importe. Donc, pour faire X sandwich, X de tacos, il me faut 50 bouteilles, par exemple, de sauce Y. Donc, j'ai fait là un calcul de besoin pour la demande dépendante. Mais il y en a certains clients qui viennent et qui demandent l'achat de la bouteille de sauce et non pas que le tacos. Alors, dans ce cas-là, c'est un manque à gagner pour l'entreprise. Donc, elle doit faire des prévisions pour des demandes indépendantes, pour vendre les bouteilles de tacos aussi. Et dans ce cas-là, elle n'achète pas les bouteilles de sauce que pour faire ses sandwichs, elle achète également les bouteilles de sauce pour les vendre aussi. Comme elle peut vendre des produits intermédiaires en composé pour d'autres activités, etc. Et ainsi de suite, comme les produits de pâtisserie semi-cuite ou encore des produits qui ne sont pas terminés en produits finis. C'est ce qu'on appelle en fait la demande indépendante, independent demand. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de bill of materials comme pour la nomenclature. J'ai parlé du stock inventory. Inventory, c'est les stocks, on peut dire stock aussi. Et le PDP, l'IMPS, Master Planning and Scheduling. Si j'ai ces trois-là qui sont fiables, parfaitement fiables, bien sûr des fournisseurs fiables avec les achats et une gestion production fiable avec la gestion production, donc je peux faire parfaitement mon plan besoin matière qui serait fiable. Si ce plan besoin matière est fiable et le calcul de besoin fiable, bien sûr, je vais atténuer et réduire les risques de surstock et les risques de rupture de stock. Donc, je suis désolée, tout à l'heure, je ne pensais pas que j'étais en affichage juste en fenêtre. Là, je pense que c'est clair, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Voici les 3 niveaux avec les plans dont j'ai parlé, le PIC et le PDP, le plan industriel et commercial, qui est un plan global, comme j'ai dit, et qui doit être agrégé en PDP, qui est un plan beaucoup plus détaillé. Tout ceci doit être fiable. Voilà, donc je reprends le cours pour pouvoir élucider ça en détail par rapport à ce qu'on vient de dire. Bien, alors, voilà, donc on a expliqué justement les 3 niveaux de planification. Je vous ai expliqué également comme quoi il faudrait, alors quand on a un pic, c'est la planification globale, il faut la planification globale qui nous réalise bien sûr ce pic, qui est le plan global de production. Pourquoi on l'appelle global? Parce qu'il n'est pas détaillé. Le plan global de production, c'est justement le pic, plan industriel et commercial, en anglais SNOP, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et également, le plan, alors celui-là, il doit être détaillé en plan agrégé, qu'on appelle le PDP, comme j'ai expliqué, c'est le plan de production. Ce plan-là, comme encore expliqué, il doit être bien sûr réalisable. C'est-à-dire réaliste dans le dimensionnement des ressources nécessaires. Mais également avec une gestion efficace de ces ressources humaines, matérielles et financières. Et il doit être réalisé au plus bas coût. Alors, ce PDP, c'est lui qui va nous déclencher le fameux PBM, MRP, c'est le plan besoin matière. Alors, voici un schéma qui permet d'illustrer tout ce que je viens d'expliquer tout de suite. Donc, j'ai des prévisions de demande. Ces prévisions de demande, par la méthode Cali et Quanti, grâce à nos collègues en marketing et commercial, ça nous permet d'identifier ce besoin. Ces prévisions, c'est le plan industriel et commercial qui nous permettent de réaliser cette planification globale. Grâce à ce niveau-là, on doit faire le dimensionnement des ressources nécessaires pour pouvoir accompagner ce plan industriel et commercial. C'est là la planification des ressources qu'on appelle le MRP2. On essaiera de voir cela au niveau de la planification de production.
Mais cette planification globale ne me permet pas de faire, comme j'ai dit tout à l'heure, ne me permet pas d'identifier qu'est-ce qu'on doit produire, à quelle référence, à quelle quantité et dans quel délai. Et c'est pour ça qu'on passe à la planification détaillée, c'est la réalisation du PDP. Et à ce niveau-là, qu'on doit dimensionner, là maintenant, les capacités, c'est-à-dire la planification des capacités de production. Alors, ce besoin brut ou ce plan de production qui me permet de donner le détail de ce qu'on doit produire, il va déclencher un plan besoin matière nécessaire pour pouvoir produire ce plan de production. Alors, il va faire quoi ce PBM, MRP en anglais? Il va consulter bien sûr le PDP, il va consulter la nomenclature, il va consulter les stocks. À ce moment-là, il va déclencher en popcorn, selon la nomenclature qu'on a vue, il va déclencher en popcorn, selon la nomenclature, des ordres. Soit des OF, ordre d'achat, ordre de fabrication, pardon, manufacturing order, soit des ordres d'achat, purchasing order, PO. Alors, pourquoi l'un, pourquoi l'autre? Ça dépend, est-ce qu'on a des composants à lancer en approvisionnement ou encore c'est des composés, des sous-ensembles qu'on doit lancer en atelier, en production. Alors pour l'un ou pour l'autre, cela déclenche, c'est ce qu'on appelle le lancement des ordres. Ce lancement des ordres déclenchera bien sûr un routage de ces ordres, comme j'ai dit, et bien sûr, il y aurait l'ordonnancement en production selon les règles de priorité et les critères de l'entreprise. Sur le schéma à côté, c'est ce que je viens d'expliquer, sauf que tous les termes sont en abrégé en anglais. MPS, c'est notre plan directeur de production qui va nous déclencher notre MRP grâce bien sûr au stock inventories et à la BOM qui est la nomenclature. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, tout ce beau monde doit être fiable. Il suffit que il n'est pas fiable, c'est la catastrophe. Bon, j'exagère un peu quand je dis c'est la catastrophe, mais c'est la catastrophe à moyen terme. Pourquoi? Parce qu'on n'approvisionne pas QCD. Parce que soit on approvisionne alors qu'on n'a pas besoin, soit qu'on n'en approvisionne pas alors qu'on serait en rupture. Et dans les deux cas, c'est pas bon pour l'entreprise. L'entreprise a intérêt d'optimiser ses approvisionnements pour faire du cost killing. Donc, il faut fiabiliser toutes les données. Pourquoi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pourquoi je dis la BOM doit être fiable? Je vous ai montré une petite nomenclature. Si jamais, par exemple, un exemple, on termine toujours avec des exemples dans la vie de tous les jours. Supposons que la maman, quand elle dit le cake d'Yalha avec une nomenclature, pour réaliser un cake, il me faut une pâte mélangée et un moule beurré. Pour faire un moule beurré, j'ai besoin de beurre. Et pour faire la pâte mélangée, j'ai besoin de beurre, de farine, de sucre, de machin, etc. etc. Le problème, c'est quoi? C'est que la maman a changé, elle a fait un changement de configuration. Ça y est, c'est fini, elle fait plus 5 œufs. Ça devient trop dur. Elle est passée à 3 œufs, ou le contraire, peu importe. Alors, ce changement de configuration au niveau de la nomenclature va déclencher, va déstabiliser le besoin net. Si jamais, c'est pas elle qui fait l'approvisionnement. Parce que si elle calcule pour un événement qu'elle a la semaine prochaine, elle doit faire 5 cakes, forcément, vous allez me dire, elle a besoin de 15 œufs. Eh bien, alors non, ils ont approvisionné 25. Et pourquoi? Parce que l'ancienne nomenclature divisait 25. Ou le contraire. Ils travaillaient avec 3, ils sont passés à 5. Et dans ce cas-là, au lieu d'approvisionner 25, ils ont approvisionné 15 parce que le paramétrage de cette nomenclature n'est pas fiable. Le stock, on l'a expliqué, sa fiabilité, ça veut dire que ce qu'on a physiquement n'est pas réellement, c'est-à-dire que si physiquement, je me base sur le système qui me dit que il y a 300 pièces et j'ai besoin d'approvisionner uniquement 50 pièces. Bon, le système ne proposera jamais de commander, il n'y aura aucun ordre, soit d'achat, soit de fabrication, c'est un produit fabriqué. Le jour J, on est en rupture. Alors, rupture de stock, arrêt de chaîne de production, et vous connaissez la suite.
Le contraire, je me retrouverai avec un surstock de ce produit. Et donc, rebut, obsolescence, périssabilité, le coût de détérioration, et vous connaissez aussi la suite. Donc, on n'a pas intérêt. La même chose, si les prévisions sont mal foutues, ne sont pas bien réalisées, donc le calcul de besoin également, ça serait un fiasco. On a intérêt à fiabiliser ces trois-là si on veut définir des ordres d'achat et des ordres de fabrication qui tendent vers la fiabilité. On ne peut pas dire qu'on aurait de la fiabilité à 100%. Voilà. Donc, alors justement, comment réaliser cela? On a parlé de la nomenclature et je l'ai expliqué bien sûr avec le schéma sur le mur que j'ai identifié et sur lequel je réitère que chaque composant de cette nomenclature doit avoir un coefficient. Par exemple, si on déclenche son besoin de A, comme dans le schéma ici, ça va déclencher le multiple du coefficient de chaque composant et composé dans cette nomenclature. Par exemple, pour l'article, je prends l'article D. Alors, pour l'article D, ça va déclencher 200. Pourquoi? Parce que 100 de A fois 1 de B fois 2 de D, ça me donne 200. Si je veux les F, donc je dois multiplier fois 1 fois 1 fois 2 de D fois 2 de F, ça me fait 400, plus le F nécessaire pour fabriquer C, donc 4 fois 2 fois 1, ça fait fois 6 encore de plus encore 4 fois de plus parce que A a besoin également de F en niveau 1 pour qu'il soit réalisé. Voilà, donc justement, c'est le problème du MRP, c'est qu'il n'est pas manuel. Impossible à gérer manuellement. Il nécessite un système d'information. Je vous mets une nomenclature un petit peu plus compliquée avec 2 ou 3 niveaux supplémentaires. Je vous donne un vrai carnet de commandes, c'est-à-dire un bon PDP avec entre une petite centaine de lignes prévisionnelles à lancer, d'ordre de fabrication, en produits finis et en composés. Et je vous donne les données par rapport à ce stock. Et ça va être pas évident de le faire manuellement avec toutes les erreurs qui vont être engendrées derrière. Donc c'est pour cela qu'il est plus difficile à gérer manuellement. Mais c'est le meilleur moyen pour diminuer les stocks. Donc justement, si on veut comment pratiquer ce MRP-là d'une façon beaucoup plus simple, on essaiera de s'exercer ensemble la séance prochaine pour justement consolider cette partie sur le MRP, sur le plan besoin matière, avec cette quantité, fameuse quantité variable, et bien sûr aussi le délai variable. On essaiera de le faire manuellement, mais avec une petite nomenclature, de la même façon, avec une petite nomenclature, un petit stock, des données de stock bien sûr, et un petit besoin brut. Et sur lequel on va s'initier à comprendre comment est réalisé ce MRP qui a été déclenché dans les années 1900, dans les années 50, la fin des années 50, et jusqu'à aujourd'hui, on le réalise. Mais justement, la surprise, c'est qu'il est devenu, malheureusement, has-been. Pourquoi il est devenu has-been? Parce qu'aujourd'hui, il y a la nouvelle génération qui permet, le nouveau concept international aujourd'hui qui permet encore mieux de diminuer les stocks. Parce que le problème avec le MRP, c'est quoi? C'est qu'on se base sur les prévisions et qu'on connaît tous et ensemble que les prévisions ne sont pas fiables. Et wesh nendiro? Eh ben, zappons les prévisions. Ah bon? Bah comment ça? C'est le nouveau concept, c'est le DDMRP, Demand Driven MRP, c'est la demande drivée justement et non pas on ne se base pas sur la demande pour calculer le besoin, on se base sur les paramètres liés à cette demande pour paramétrer nos besoins à la demande réelle. Et ça, bien sûr, on va essayer d'en parler une fois qu'on aurait terminé toute la partie basics de la logistique. Au plaisir de vous retrouver jeudi prochain pour s'exercer sur le fameux MRP et ensuite switcher vers les cours, le prochain processus qui est la gestion des stocks. Parce qu'une fois qu'on irait, ou plutôt, pardon, excusez-moi, ça ne serait pas la gestion des stocks, ça serait le transport. On y va dans l'enchaînement. C'est-à-dire, on a passé les commandes, atelier et fournisseur, qui prend la main
c'est le transport pour ramener la marchandise. Importation quand c'est à l'international et transport national quand c'est le fournisseur, il est local. Voilà, au plaisir de vous retrouver jeudi prochain, même heure. Merci pour votre fidélité et bonne soirée. Restez avec moi pour la réponse, pour répondre à vos questions et vous en remercier. Bonjour, monsieur Hassan. Ah, désolé, monsieur Ayoub, je me suis rendu compte juste après. Donc, je ne me suis rendu compte qu'après, justement, comme quoi c'était pas visible le mur. Mais après, en fait, il était beaucoup plus clair parce que j'ai switché sur OBS, sur caméra et non pas uniquement sur les diapos. Voilà. Alors, merci, monsieur Abdelrahim, désolé.